Bienvenue sur notre chaîne. L'actualité mondiale, qui fait la une des journaux du monde entier depuis 2 mois, est le conflit militaire de grande ampleur que la Russie mène en Ukraine. Il s'agit du conflit le plus grave en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont tout a commencé et surtout, essayer de trouver les raisons de cette invasion à grande échelle. Depuis octobre 2021, les médias ont multiplié les mises en garde contre une invasion imminente, mais les hauts responsables russes ont toujours nié se préparer à une guerre avec l'Ukraine. Cependant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé le 24 février 2022, à 5h du matin, heure de Kiev. Les troupes russes sont entrées en Ukraine depuis la Russie, la Crimée et le Bélarus, tandis que les troupes de la DNR et de la LNR ont également rejoint les combats. Les troupes ont lancé une offensive dans 4 directions principales. Du nord vers Kiev, du nord-est vers Kharkiv, du sud-est depuis Donbass et du sud depuis la Crimée. Pour justifier l'invasion, Vladimir Poutine a invoqué la nécessité de défendre la DNR et la LNR ainsi que la Russie elle-même, et a également utilisé la caractérisation mensongère de l'Ukraine comme un État néo-nazi. Le conflit entre Moscou et Kiev n'a pas surgi de nulle part, mais s'est développé depuis des années. L'essence de ce conflit est que le Kremlin ne reconnaît pas l'indépendance de l'Ukraine. Examinons les principaux événements qui ont précédé le déclenchement de la guerre. Les arguments invoqués par le président russe Vladimir Poutine remontent au Moyen-Âge, lorsque certaines parties de l'Ukraine et de la Russie actuelle faisaient partie de la Rus de Kiev. D'où la thèse du chef du Kremlin sur un seul peuple auquel il inclut les Biélorusses. Dans le même temps, le président russe rappelle rarement que les Russes et les Ukrainiens n'ont pas toujours eu le même parcours et que finalement, 2 langues et 2 cultures se sont formées, apparentées mais différentes. Et lorsque, après l'effondrement de l'Union soviétique, les 2 républiques sont devenues des pays séparés, une autre différence est apparue, d'ordre politique. Kiev a suivi le chemin des démocraties occidentales avec la rotation du pouvoir. Moscou s'en est détourné. La guerre actuelle est le résultat de la politique des 30 dernières années. Elle peut être divisée en 3 étapes d'une dizaine d'années chacune. 1992-2003. En décembre 1991, l'Ukraine, avec la Russie et le Bélarus, était l'une des 3 républiques qui ont scellé l'effondrement de l'URSS dans la forêt de Bialovetsa. Moscou espérait apparemment conserver son influence par le biais de la Communauté des États indépendants, CEI, et de l'approvisionnement en gaz bon marché. Mais ce n'est pas le cas. La Russie et le Bélarus ont créé un État d'union, tandis que l'Ukraine se tourne de plus en plus vers l'ouest. Cela a irrité le Kremlin, mais l'Ukraine a ensuite hérité de l'URSS une armée de près d'1 million d'hommes, une marine et le 3e plus grand arsenal nucléaire du monde. Le 5 décembre 1994, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont signé un mémorandum à Budapest. Les signataires ont garanti l'intégrité, la souveraineté et le respect des frontières de l'Ukraine. L'Ukraine s'est engagée à remettre tous ses arsenaux nucléaires. La lutte pour la marine a duré longtemps et a été parfois très tendue. Elle s'est terminée en 1997 par la signature d'un accord sur la division de la flotte. Alors que l'Occident n'a pas rendu l'appareil et n'a pas l'intention d'intégrer l'Ukraine dans ses structures, Moscou s'est comporté avec retenue. La Russie était économiquement faible dans la première décennie post-soviétique et les guerres tchétchènes épuisaient ses ressources. En mai 1999, les pays ont également signé le Grand Traité, un accord stipulant le principe du partenariat, la reconnaissance de l'inviolabilité des frontières existantes, le respect de l'intégrité territoriale et l'engagement mutuel de ne pas utiliser son territoire au détriment de la sécurité de l'autre. En vertu de ce traité, la Fédération de Russie a reconnu les frontières de l'Ukraine, y compris la Crimée. 2003-2013. La première crise diplomatique majeure entre Moscou et Kiev s'est produite sous le président Poutine. À l'automne 2003, la Russie a soudainement commencé à construire un barrage dans le détroit de Kerch en direction de l'île ukrainienne de Tuzla. Kiev a perçu cela comme une tentative de redessiner ses frontières. Le conflit a été résolu après une rencontre en tête-à-tête entre le président. La construction a été interrompue, mais l'amitié entre les 2 pays a reçu ses premières fissures. Le candidat pro-russe Viktor Yanukovych s'est présenté à la présidence de l'Ukraine en 2004. Grâce à une vaste campagne de protestation, de rassemblements et de grèves pacifiques, connue sous le nom de Révolution Orange, le peuple ukrainien a empêché la victoire de M. Yanukovych sur fond d'allégations de fraude.
Un homme politique pro-occidental, Viktor Youtchenko, est devenu président. Sa victoire a été le point de départ d'un changement dans la politique russe. Elle vise à prévenir ce que Moscou appelle les révolutions colorées. Sous la présidence de M. Youtchenko, la Russie a coupé le gaz à l'Ukraine à 2 reprises, en 2006 et en 2009, ce qui a entraîné une interruption du transit vers l'Europe. 2008 a été une année clé pour comprendre la situation actuelle. Lors du sommet de l'OTAN à Bucarest, le président américain George W. Bush a tenté d'obtenir un plan d'action pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie. Poutine s'y est vivement opposé et Moscou a clairement indiqué qu'elle ne reconnaîtrait pas la pleine indépendance de l'Ukraine. En conséquence, l'Allemagne et la France ont bloqué le plan de Bush. L'Ukraine et la Géorgie se sont vus promettre l'adhésion à l'OTAN, mais sans date. Lors de la guerre d'août 2008 entre la Russie et la Géorgie, l'Ukraine, l'un des rares pays de la CEI, a soutenu Tbilissi. Les progrès rapides vers une alliance militaire ayant échoué, l'Ukraine a opté pour une intégration économique par le biais d'un accord d'association avec l'Union européenne. À l'été 2013, quelques mois avant la signature éventuelle, la Russie a commencé à exercer une pression économique massive sur l'Ukraine, bloquant presque les exportations ukrainiennes à la frontière. À l'automne, le gouvernement de M. Yanukovych, devenu président en 2010, a déclaré qu'il suspendait les préparatifs en vue de la signature de l'accord avec Bruxelles, invoquant des pressions russes. En réponse, une manifestation massive, l'Euromaïdan, a eu lieu pendant plusieurs mois dans le centre de Kiev. L'action a également été soutenue par d'autres régions d'Ukraine. Après la dispersion du village de tentes à l'opposition dans la nuit du 29 au 30 novembre, la manifestation est devenue nettement anti-présidentielle et anti-gouvernementale. En conséquence, M. Yanukovych a fui en Russie en février 2014. 2014-2021. L'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass. Euromaïdan et ses résultats en Crimée ont été perçus comme un coup d'État. Un certain nombre d'actions menées par les nouvelles autorités et leurs partisans, le vote de l'abrogation de la loi sur les fondements de la politique linguistique de l'État, la préparation de la loi sur la lustration, les déclarations radicales des activistes et des politiciens de l'Euromaïdan ont conduit à l'activation des organisations publiques russes et à la mobilisation d'une partie importante des Russes ethniques de Crimée contre les nouveaux dirigeants ukrainiens. Elle a également été facilitée par la pression informationnelle et la manipulation de l'opinion publique par les médias russes. Les dirigeants russes ont soutenu activement les forces pro-russes en Crimée, ce qui a entraîné l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014. C'est le début d'une guerre non déclarée. Dans le même temps, des structures paramilitaires russes et locales ont donné naissance au séparatisme dans le Donbass. Des républiques populaires ont été proclamées à Donetsk et à Louhansk, dirigées par des personnes en uniforme sans marque de la Fédération de Russie. Kiev a qualifié l'opposition aux formations armées russes et pro-russes dans l'Est d'opérations antiterroristes. Début juin 2014, le président ukrainien, nouvellement élu, Petro Porochenko, a rencontré Poutine pour la première fois en France avec la médiation des dirigeants de l'Allemagne et de la France. C'est ainsi qu'est né le format Normandie. Au cours de l'été, l'armée ukrainienne a commencé à repousser les séparatistes, mais à la fin du mois d'août, la Russie, selon Kiev, a utilisé son armée à grande échelle dans le Donbass. Moscou le nie. Les forces ukrainiennes ont été vaincues à Ilovaisk, qui a été le point culminant du conflit. La guerre sur toute la ligne de front a pris fin avec la signature d'un accord de cessez-le-feu à Minsk, en septembre, qui a été rapidement rompu. La guerre de position a commencé. Au début de l'année 2015, les séparatistes ont lancé une grande offensive. Kiev a de nouveau accusé Moscou d'utiliser une armée non identifiée. La Russie a de nouveau démenti. Les forces ukrainiennes ont été défaites près de Debaltsev, qu'elles ont dû abandonner précipitamment. C'est à cette époque qu'a été signé Minsk II, sous la médiation de l'Allemagne et de la France, un accord qui reste à ce jour le principal document pour la résolution du conflit. Aucune de ces clauses n'a été pleinement mise en œuvre, ce dont les parties s'accusent mutuellement. La Russie refuse de communiquer directement avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'accusant de ne pas mettre en œuvre Minsk II. En 2021, la Fédération de Russie a retiré à 2 reprises des troupes aux frontières de l'Ukraine, au printemps et à la fin de l'automne. En décembre, le président Poutine a lancé un ultimatum aux États-Unis et à l'OTAN pour qu'ils n'acceptent pas l'Ukraine et d'autres pays post-soviétiques dans l'Alliance et ne leur fournissent pas d'assistance militaire.
l'Alliance a répondu par un refus. Le 21 février 2022, Poutine a reconnu l'indépendance des séparatistes DNR et LNR. Poutine a également déclaré que ces entités comprenaient tous les territoires des régions de Donetsk et de Louhansk en Ukraine, ce qui était beaucoup plus vaste que la région contrôlée par les séparatistes. Tôt le matin du 24 février, le chef d'État russe a annoncé le début d'une opération militaire spéciale contre l'Ukraine. C'est tout pour aujourd'hui. Donnez-nous vos appréciations si la vidéo vous a été utile et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.